I'm really happy now to welcome Pierre Aran, who is co-CEO of 55. Vous le savez probablement, qui est le cabinet de conseil qui est absolument passionné par la transformation data et IA des entreprises depuis plus de 14 ans même, avec aujourd'hui près de 500 collaborateurs dans le monde entier, de New York à Shanghai. Pierre va vous présenter une approche pratique en 3 points pour réussir son adoption de l'IA générative, avec évidemment des cas concrets. Donc je suis ravie d'accueillir là Antonio Carriero, expert digital, tech et transformation, avec qui nous avons mené un autre cas Salomon que vous venez de voir. Et cette fois-ci, beaucoup plus sur la conversion e-commerce. Pierre et Antonio, welcome. Merci Julie. Oui, Antonio. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux d'être cet après-midi avec vous pour parler d'IA générative. On revient en français, même si j'aurais pu aussi faire la présentation en broken English, si vous insistez vraiment. Et d'autant plus que ça fait plus d'1 an maintenant qu'on prépare, qu'on discute avec Google pour organiser cet événement. Alors, vous l'avez vu, Pencil est incontestablement l'outil le plus abouti d'IA générative appliqué à la création publicitaire. Mais le champ d'application de ces technologies est plus vaste. Dans le marketing, la vente, l'IT, les achats, la finance, la R&D. Le mois prochain, 2 ans se seront écoulés depuis le lancement de ChatGPT qui a révélé aux yeux du grand public le potentiel immense de l'IA générative. Alors 2 ans après, on est en droit de se demander où sont toutes les études de cas. Surtout dans notre industrie où on adore raconter nos succès, où sont toutes les études de cas? Si bien que certains commencent à s'interroger. Ne serait-on pas enthousiasmés un peu trop vite au sujet de ces technologies? Est-ce que l'IA générative ne serait pas victime d'une bulle? Et je crois que le meilleur exemple de ça, c'est ChatGPT. ChatGPT, tout le monde le sait, ça a été le service le plus rapide de l'histoire de l'humanité, à passer le cap des 100 millions d'utilisateurs mensuels. Mais ChatGPT, ce que personne ne dit, c'est que si on regarde son usage réel, mesuré en visites mensuelles, il a culminé en mai 2023 pour stagner au cours des 12 mois suivants. Donc, est-ce que ça signifie que l'IA générative, c'est juste une mode dont on n'entendra plus parler l'année prochaine, un peu comme le métaverse aujourd'hui? Certainement pas. Si les études de cas d'IA générative sont encore rares aujourd'hui, c'est pas que l'IA générative n'a pas le potentiel qu'on pense, c'est tout simplement que le changement prend toujours un peu plus de temps qu'on le croit. Et plus précisément, dans notre expérience, il y a 3 étapes incontournables que les entreprises devront franchir pour concrétiser les promesses de l'IA générative dès maintenant. Identifier les cas d'usage pertinents, réussir la mise en œuvre technique, les fameux pilotes, et préparer son organisation au changement. Commençons avec la première étape. Identifier les cas d'usage pertinents pour l'IA générative. L'IA générative sont des technologies tellement nouvelles qui apportent un paradigme tellement nouveau qu'il est parfois difficile pour les équipes métiers, quelles qu'elles soient, d'appréhender leur fonctionnement, de penser à des cas d'utilisation pratiques et d'imaginer comment l'IA pourrait leur être utile au quotidien. Donc, ce qu'on s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est une interface visuelle pour que les gens puissent jouer avec les différents modèles d'IA générative, acquérir une compréhension pratique de ce qu'ils peuvent faire et pas faire, construire rapidement des prototypes, tout ça sans nécessiter aucune compétence en programmation. Donc voici donc SciMap, c'est une interface no-code développée par les ingénieurs de 55 et qu'on utilise lors de sessions d'idéation avec nos clients ou de hackathons. Donc prenons un exemple concret, on discutait avec Chronodrive, supermarché en ligne. Et ils avaient cette idée de faire le Shazam de l'alimentation. Vous prenez en photo votre frigo et ça commande automatiquement ce dont vous avez besoin pour faire une recette. Est-ce que l'IA générative peut faire ça? Essayons de construire un prototype. Donc voici l'interface de SciMap. Sur le menu de gauche, vous allez retrouver tous les modèles commercialement disponibles en ce moment. J'en choisis un premier d'IA générative qui fait du image to text, en l'occurrence Gemini Pro Vision. Je le drag and drop dans mon projet et je l'alimente avec une photo de mon frigo telle que j'aurais pu la prendre avec mon smartphone. Et comme prompt, je vais lui demander de lister les aliments qu'il reconnaît dans le frigo. Et cette liste d'ingrédients produite par l'IA, je vais ensuite l'envoyer, la connecter à l'entrée d'un nouveau module d'IA générative, cette fois-ci un module de langage, Gemini Pro Search. Et la liste des ingrédients va servir de pré-prompt au deuxième module. Et comme prompt, je vais lui demander de me suggérer une recette diététique sur la base des ingrédients identifiés par le module précédent. Il va donc me composer une recette
que je vais à nouveau envoyer en entrée d'un nouveau modèle d'IA générative, de text to image, celui-là, donc là en l'occurrence Imagen 2, à qui je vais demander de générer une image réaliste du plat terminé. Et voilà en quelques minutes un prototype d'application IA générative avec 3 modèles inclus dans le scénario. Donc ça change énormément, effectivement, ça permet de stimuler la créativité, ça permet aussi de tout de suite se rendre compte de ce qui marche pas, et de valider les idées qu'on a pu avoir. Mais surtout, ça fait gagner du temps. C'est grâce à SciMap qu'on a pu développer en quelques semaines une application basée sur l'IA générative pour Chronodrive, avec 2 cas d'usage, le premier qu'on vient de voir, et un autre complémentaire que vous voyez ici. Donc mettons que vous soyez au restaurant ou en train de lire un magazine, et que vous voyez un plat qui vous fait saliver. Donc l'application va vous permettre de le prendre en photo. L'application va reconnaître automatiquement le plat, proposer une recette pour le réaliser, lister les ingrédients nécessaires à la recette, les matcher avec le catalogue en ligne de Chronodrive et vous proposer de mettre les produits au panier pour les commander en un clic. Donc maintenant, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, il faut que la technologie fonctionne avec le niveau de fiabilité suffisant. Et bien souvent, il faut reconnaître que j'entends « Ouais, on a essayé l'IA générative, mais ça marche pas bien, il y a trop d'hallucinations. » En général, il faut reconnaître que ce sont des gens qui sont contentés d'uploader toutes leurs données dans Gemini ou ChatGPT et de poser des questions. Il y a des bien meilleures méthodes qui permettent d'avoir un niveau de performance bien plus élevé, comme rédiger des prompts précis et structurés, ce qu'on appelle du prompt engineering, trouver la bonne architecture de projet avec des approches chain of thought ou RAG, disposer de datasets adaptés. Bref, c'est tout un nouveau savoir-faire, des nouvelles compétences qu'il faut développer. Alors, chez 55, non seulement on peut s'appuyer sur plus de 10 ans de développement de projets d'IA, mais surtout ça fait 2 ans qu'on travaille au développement d'applications d'IA générative. Dès le lancement des premiers modèles en bêta, on a identifié 6 cas pertinents d'applications d'IA générative immédiatement utiles aux organisations de marketing digital, pour lesquels on a développé donc des applications fonctionnelles et qu'on ne cesse d'améliorer depuis. On est très fiers que nos applications aient reçu 4 prix de la part des distributeurs de modèles d'IA, dont 2 par Google Cloud pour nos applications qui mettent en valeur les modèles Gemini. Mais surtout, on a eu le privilège de les déployer chez nos clients, dont certains ont été assez aimables pour en faire des études de cas publics. Comme cet assistant data analyst qu'on a déployé pour l'horloger de luxe Breitling. Donc vous le savez, monitorer la campagne des campagnes marketing digitales est absolument crucial dès qu'on investit un minimum dans ces canaux. Donc ce que font les organisations marketing, c'est qu'elles construisent des tableaux de bord qui sont très utiles, mais qui donnent de la visibilité que sur quelques indicateurs. Quand un ou une directrice marketing veut comprendre pourquoi les performances baissent et cherche des conclusions actionnables, elle doit se tourner vers un ou une data analyst, lui poser ses questions business, qu'elle va traduire en requête sur la base de données et sortir des chiffres pour tenter de répondre à la question. Mais les data analysts sont des talents rares et pas toujours disponibles. C'est exactement ce que fait notre solution. C'est une IA connectée à la base de données performance marketing digital d'un annonceur à qui on va pouvoir poser une question business, donc donne-moi l'évolution de mon taux de clic, des performances de telle ou telle campagne dans tel ou tel pays ces derniers mois. Et l'IA va prendre cette question business, la transformer en requête SQL, faire tourner la requête SQL sur la base de données, en sortir les chiffres et les présenter sous forme de tableaux ou de graphiques en fonction de ce qu'elle trouvera le plus adapté. Et puis si on veut une forme de graphe particulière, on peut lui demander et l'IA la fera tout de suite. Donc ça fait gagner un temps énorme, ça change la manière d'interagir avec la donnée et surtout ça permet de prendre des bonnes décisions et donc d'améliorer la performance des campagnes. Autre exemple, c'est le projet d'assistant commercial qu'on a fait pour Concentrix Webhelp. Concentrix, c'est une entreprise leader mondiale dans l'externalisation du service client et de la vente à distance avec plus de 300 000 employés dans le monde. Et donc on a travaillé avec leurs équipes de télévente pour identifier les moments, les instants du processus de vente B2B où l'IA générative pouvait se rendre utile. Et en particulier, il est apparu que en préparant un call de prospection, leurs représentants commerciaux prennent plus d'1 heure à donc comprendre qui est l'interlocuteur qu'ils vont avoir, son rôle, sa responsabilité, quelle est son entreprise, leurs enjeux et leurs besoins, etc., etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une IA personnalisée, connectée à leur base de leads, alimentée par des données issues des profils LinkedIn publics,
des sites web corporate, mais aussi des flux d'actualité. Et quand le commercial prépare son call, il sélectionne le nom du prospect, et en quelques secondes, la solution va lui fournir une synthèse de tout ce qu'il doit savoir sur son interlocuteur. L'assistant va aussi suggérer des icebreakers personnalisés pour bien démarrer la conversation et retenir son attention tout de suite. Et enfin, l'IA inclut une solution de relecture et d'amélioration des emails de suivi pour qu'ils respectent toutes les bonnes pratiques commerciales. Donc on a mené ce projet pilote l'année dernière qui a donné d'excellents résultats, aussi bien en termes de gain de temps que de performance commerciale. Et on est en ce moment même en train de le déployer à l'échelle mondiale pour Concentrix. Et justement, la troisième étape pour réussir la mise en œuvre de l'IA générative à l'échelle, c'est la gestion du changement. C'est le cas de toutes les nouvelles technologies. Il ne suffit pas d'en disposer, il faut une organisation prête à les accueillir. Et dans le cas de l'IA générative, il y a au moins 2 dimensions prépondérantes dans la préparation au changement. La première, c'est vous, c'est moi, c'est l'humain. On l'a vu, la plupart des cas d'usage de l'IA générative sont des assistants ou des copilotes avec un humain en supervision. Donc il va bien falloir que les gens se forment, changent leurs habitudes, adoptent ces outils. Il faudra faire aussi évoluer les processus et les organisations pour y inclure l'IA générative. La deuxième dimension de préparation des organisations au changement, c'est la data. Il n'y aura pas de transformation IA générative réussie sans un socle de données fiable et structuré. Et pour l'illustrer, je vous propose justement de prendre l'exemple d'une IA générative appliquée à la création publicitaire comme Pencil. Donc Pencil, vous l'avez vu, c'est un outil qui fonctionne incroyablement bien et qui est simple d'utilisation. Mais pour les annonceurs désireux d'aller encore plus loin et d'en tirer toute la valeur, il leur faudra bien maîtriser la data. La data en amont et la data en aval. Donc commençons par l'aval. Pencil, comme on va le voir ensuite dans les présentations notamment d'Oliver, permet de réaliser immédiatement des gains de productivité considérables en divisant par 2 le délai et les coûts de production des créas digitales. Mais c'est pas tout. Pencil permet aussi d'améliorer la performance des campagnes. Parce que si Pencil génère des créas publicitaires équivalentes en qualité à une agence traditionnelle, elle permet de le faire en nombre potentiellement 10 fois plus élevé, puisqu'une fois que l'outil est paramétré, on peut produire en quelques clics de nombreuses versions alternatives d'une créa. Or, la comparaison entre ces versions permet de trouver celle qui fonctionne le mieux et donc de réaliser un incrément de performance. Mes amis de Google me soufflaient il y a quelques jours qu'avec leur solution Performance Max, passer de 1 à 2 créas permettait d'augmenter la performance de 32%. Donc imaginez le potentiel de gain avec 10 créas. Pour ça, il faut mettre en place une démarche de Creative Analytics qui consiste à évaluer et comparer toutes les créas suivant des KPI business pertinents comme l'impact sur les ventes. Un très bon exemple de ça, c'est ce qu'on a fait auprès de Bayer, pour qui on a mis en œuvre une solution de reporting globale sur la totalité de leur création publicitaire et on compare les performances en association avec telle ou telle audience. La solution utilise d'ailleurs l'IA de reconnaissance visuelle Google Vision pour agréger les différentes versions d'une créa. Et donc voilà le type de démarche data qui permet de maximiser l'incrément de performance issu de Pencil. En aval, donc pour évaluer la performance des créas et choisir les meilleurs, mais aussi en amont pour alimenter les modèles. Parce que pour bien fonctionner, une solution comme Pencil, elle doit être bien briefée. Vous l'avez vu dans la démo d'Emi, il faut l'alimenter avec des données de l'annonceur, comme des études marché, la description des audiences cibles, des éléments de plateforme de marque, des logos, des charts graphiques, des indications de ton, etc. Mais les grands groupes internationaux pour lesquels on travaille, ils ont des centaines de produits et opèrent au travers de dizaines de marchés. Donc le volume de données à manipuler devient rapidement énorme. Donc pour répondre à ces enjeux, on a développé une approche adaptée pour alimenter les IA génératives avec un socle de données centralisé et cohérent. C'est ce qu'on appelle en anglais le BrownTech Brain, le cerveau BrownTech des IA génératives. Et ça consiste à rassembler toutes les données nécessaires aux outils d'IA générative de Créa dans une base commune sous un format optimisé pour leur intégration par les modèles d'IA générative. Ce format, c'est le vecteur, peu importe. En tout cas, c'est pour ça qu'on parle de base vectorisée plutôt que de base de données. Concrètement, ça apporte des bénéfices importants à l'annonceur en termes de performance, parce que la richesse de la donnée transmise au modèle détermine la qualité des créas qui sont produits, mais aussi en termes d'indépendance et d'économie d'échelle, puisqu'une fois préparé, le BrownTech Brain peut être branché pour alimenter n'importe quelle solution du marché. Donc vous l'aurez compris, la data est d'ores et déjà une ressource stratégique en ce qui concerne l'opération et de l'achat média. La data va aussi bientôt jouer un rôle clé dans la création publicitaire. Donc voilà dans notre expérience très concrète les 3 étapes incontournables qui permettent
de concrétiser les promesses de l'IA générative dès maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on franchit avec succès chacune de ces 3 étapes? Je crois qu'une des réussites les plus éclatantes de mise en œuvre de l'IA générative est justement ce que 55 a pu faire avec Salomon et Antonio. Bonjour tout le monde. Avec moi, vous avez le choix entre le français avec l'accent italien or English with the same accent. So I guess I will jump between the one and the other. Let's see. Donc, ce qu'on a essayé de faire chez Salomon, je pense que vous connaissez tous la marque chaussures et non seulement, c'est de optimiser notre performance au niveau de Google Shopping. J'imagine que plus ou moins tout le monde connaît bien ces flux de contenus qui apparaissent quand vous faites une recherche. Alors, c'est très important parce que, fondamentalement, c'est un des formats les plus intéressants d'un point de vue de la conversion. Et nous avons essayé de l'optimiser de la manière, en utilisant la Generative AI de la manière la plus efficace possible. Donc, essentiellement, on avait 3 objectifs dans le contexte des activités de Salomon. Ce flux de contenu doit respecter certaines guidelines bien spécifiques. Plus on les respecte, plus on a une certaine likelihood d'avoir le clic nécessaire pour être successful avec une conversion. On a aussi des guidelines spécifiques à Salomon qu'on a voulu intégrer d'une manière plus précise dans le contexte de ce flux. Essentiellement, toutes les marques ont des contenus brand, des contenus catégories, des contenus dits commerciaux. Fondamentalement, la production de ces contenus est très brand, trop souvent, parfois catégorie, et elle manque de contenu commercial, qui est celui qui va me faire comprendre en tant que client potentiel si la chaussure est celle que j'ai vraiment besoin. Et donc, on a essayé de elevate ce besoin de Salomon Guidelines. Et bien sûr, il y a un besoin de gain en productivité, en sachant que essentiellement le travail est encore très manuel. Pour un catalogue qui est très très large, on parle d'à peu près 45 000 produits. Donc, bien sûr, on a des systèmes qui permettent d'automatiser en partie, mais fondamentalement, il y a encore du travail assez manuel. Donc ça, c'est les 3 objectifs qu'on avait avec le pilote. Et le pilote est un pilote assez classique. On part du catalogue comme il est produit par nos systèmes avec une intervention manuelle. On le processe avec un LLM et on attend au résultat un catalogue amélioré. Ça, c'est la manière avec laquelle on a adressé le besoin. Et ensuite, bien sûr, on le pousse dans le Merchant Center pour l'activation sur la plateforme Google Ads. Ça, c'est ce qu'on a fait dernièrement dans le contexte de Salomon. Alors, le processing du LLM est très important et on est dans un contexte dans lequel il faut définir quel est le rôle du prompt. Alors, il y a toutes des systèmes pour tester des prompts d'une manière différente et les améliorer au fur et à mesure. Donc ici, on se positionne en tant que digital marketer working for a sports equipment manufacturer. Ça, c'est le rôle de la personne impersonnée par la Generative AI qui va essayer d'améliorer le contenu. À ça, on applique la tâche qu'on demande, c'est de produire donc, ce qu'on appelle un best-in-class catalogue dans le langage du marché qui a été targeté initialement. Le pilote s'est fait au départ avec le marché anglais et on imagine de pouvoir l'étendre à tous les autres marchés. Et on applique les guidelines, qui sont les guidelines de la plateforme. Par exemple, content qui doit être image-based description. On veut prendre en compte les specific guidelines de Salomon et ainsi de suite. Donc, on a le feed qu'on injecte, on le processe en essayant de tenir en compte ces contraintes spécifiques et ensuite, on va comparer le résultat avec un feed idéal en retour. C'est-à-dire que pour être efficace, au-delà du choix du prompt ou la technique de définition du prompt, il faut alimenter l'écosystème avec un modèle idéal de résultat. Bien sûr qu'il faut produire. Et grâce à ça, le processus va ensuite générer ce que nous, on s'attend. Alors ça, c'est juste un exemple. On a fait un test sur un modèle, en fait, à peu près 20 modèles de chaussures de course pour à peu près 700 SKU qui sont générés en fonction de différentes couleurs et tailles. Donc,
le feed post-processing, en fait, on se rend compte qu'à peu près 65% du contenu a été modifié, optimisé, retravaillé pour mieux répondre soit aux besoins de la plateforme annonceur, mais aussi aux guidelines de la marque en tant que telle. Vous pouvez penser que le contenu initial était tellement mauvais, et donc du coup, mais c'est pas le cas. Je vous assure, c'est pas le cas. Simplement, c'est que sur la quantité et la spécificité, soit de la plateforme et l'évolution compte tenu des besoins de la marque d'un point de vue de la communication avec un client qui doit acheter, c'est ça l'objectif qu'on a. Mais c'est clair qu'il y a une évolution, il y a un besoin de modification qui est très important. Donc, on a fait un test sur la base, comme je disais, de ces 700 SKU, donc à peu près une vingtaine de modèles qu'on a répartis selon taille et couleur, et on a fait un A/B testing pour être sûr qu'il n'y ait pas un biais dans la manière avec laquelle on allait processer le tout. Le test a duré à peu près 8 semaines, 2 mois. On a mesuré les métriques les plus classiques, qui sont les impressions, les clics, CTA, CPC et inévitablement les coûts et les conversions associées. Voilà. Résultat assez remarquable. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a dépensé plus en médias. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que ça a fonctionné. Parce qu'on a eu plus de clics. Ça aurait été catastrophique si on avait dépensé moins. Mais on a dépensé plus, mais non seulement. L'information fondamentale, c'est que notre return on ad spending a pratiquement plus que doublé. Donc oui, on a dépensé plus en médias. Ça veut dire que oui, on a eu plus de clics. Mais non seulement les clics étaient plus importants, mais étaient beaucoup plus significatifs au niveau de la conversion que ce que nous, on essaie de mesurer en tant que marque. Voilà, donc ça, c'était quelque chose d'assez, je dirais, phénoménal dans la courte période du test qu'on a faite sur le marché UK. Et nous sommes extrêmement satisfaits du résultat en tant que marque et de la collaboration avec notre partenaire. Voilà, merci beaucoup.